S'il n'y avait pas le contact, c'est que peut-être nos organes sont à l'extérieur. Comment ça? Comment C'est ça, que je comprends pas. c'est qu'on n'a même pas de forme, en fait. S'il n'y avait pas de contact, c'est qu'on n'a même pas de forme. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si tu as déjà joué au jeu PC. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shape. Notre invité du jour, c'est Thierry Doumessi. Il est chercheur en biomécanique computationnelle. Donc, au sujet, vous comprenez que c'est un domaine qui se situe principalement entre la biologie et la physique, mais pas que. C'est très intéressant parce que, comme vous le verrez tout au long de l'interview, il peut modéliser des organes biologiques comme le cœur, par exemple, et même des os. Donc, c'est un domaine très intéressant. Nous allons en parler tout au long de l'interview. Je tenais à préciser, si vous avez des personnes que vous aimeriez qu'on interviewe, vous pouvez les mentionner en commentaire. Ou alors si vous avez plutôt des domaines ou alors des métiers qui sont très intéressants et que vous jugez porteurs, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires et nous allons faire le nécessaire pour trouver des profils à interviewer dans ce domaine-là. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui s'abonnent de plus en plus nombreux à la chaîne et qui regardent le contenu, qui partagent. Je tiens aussi à inciter ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner à le faire. Et le meilleur moyen pour nous aider, pour nous encourager dans ce que nous faisons, c'est bien sûr de partager nos vidéos sur vos réseaux sociaux et à vos proches, mais aussi et surtout de liker la vidéo, parce que ça permet à YouTube de la recommander à davantage de personnes. Donc, alors, si vous êtes prêts, c'est parti avec Thierry Doumessi. On va parler de biomécanique computationnelle. Ok, bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir Donald. Merci d'avoir accepté l'interview. Nous allons commencer. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la biomécanique computationnelle? Bon, la biomécanique computationnelle, pour être terre à terre, c'est juste les méthodes numériques en biomécanique. Donc, développer des méthodes numériques pour la résolution des problèmes en biomécanique. Ok, mais la biomécanique alors maintenant. Bon, maintenant, la biomécanique, disons que c'est la mécanique appliquée à la biologie, si on peut dire ça comme ça, de manière grosso modo. Okay. C'est-à-dire c'est la mécanique des tissus biologiques. Des tissus biologiques. Oui. Ok. Donc, vous utilisez les lois de la mécanique, les formules et tout, pour essayer de reproduire un organe biologique, un truc biologique en fait. De toute façon, que ce soit la mécanique des milieux continus, la mécanique du point, tant que nous sommes capables d'utiliser et reproduire le comportement d'un tissu biologique, c'est ça la biomécanique en fait. D'accord. Bon, c'est vrai que dès qu'on définit comme ça, et lorsqu'on sait que le domaine est entre la physique et la biologie, on peut tout de suite entrevoir l'application dans le domaine de la médecine, de la santé. Mais bon, j'imagine que tu vas forcément revenir dessus tout au long de... Oui, en effet. Voilà. Donc, avant, on va essayer un peu de comprendre ton parcours, c'est-à-dire, avant d'en arriver là, à travailler sur ce domaine-là, on va essayer de comprendre par quelles étapes tu es passé, voilà, tout ce qui t'a façonné. Je crois que c'est très, très important aussi. Donc, je sais que tu es Camerounais, tu as grandi au Cameroun, donc tu as grandi où au Cameroun, c'était comment ton enfance? Bon, je suis né à Bafoussam. Okay. Et j'ai grandi à Foumbot. J'ai fait le primaire et le secondaire à Foumbot. En fait, le secondaire, je l'ai fait jusqu'en 3e. Et ensuite, mes parents ont été affectés à Tchang et nous sommes déplacés où j'ai terminé mon secondaire. Ah, ok. Donc, tu as fait tes études scientifiques, forcément. Déjà, la série C. La série C. J'imagine. Ouais, ok. J'imagine que tu as ton baccalauréat, mais après ton baccalauréat, qu'est-ce que tu fais? Comment ça s'est passé l'après-bac de ton côté? Bon, après mon baccalauréat, j'ai eu directement le concours de l'INSET où je suis allé faire 5 ans à l'INSET de Bamenda, de Bambili. Bon, à l'époque, on appelait ça Bamenda encore, c'était Bambili. Bon, j'ai fait 5 ans où j'étudiais Mechanical Design, la construction mécanique. Et ensuite, après avoir terminé en construction mécanique, je me suis inscrit en Master 1 à Tchang, où je suis entré en physique, option mécanique énergétique. Et j'ai fait un Master 1 et un Master 2.
Et j'ai poursuivi une thèse là-bas que j'ai aussi terminée. Ok, d'accord. Mais bon, d'après ton baccalauréat, tu as eu l'INSET, le concours de l'INSET. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Pourquoi avoir choisi le domaine que tu as choisi? Mechanical design, qu'est-ce qui t'a orienté là? Est-ce que c'est Bon, un conseil qu'on t'a donné ou disons qu'au bien tu es début, passionné? bon, en réalité, quand je finissais le bac, j'étais plus passionné par les physiques. Donc, Ouais, ok. et le fait que j'ai eu le concours, bon, je l'ai fait tout simplement parce que j'ai choisi un domaine parce que je suivais un ami, quoi. Donc, Ok, je vois. et aussi, il fallait avoir le concours. Donc, j'ai juste choisi un domaine. Et comme c'était pas quelque chose qui était en cœur, j'ai juste choisi quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait Ok, pas une raison particulière derrière quand je choisissais le domaine le de la domaine construction de mécanique. son Et mécanique. c'est Ok, vrai que bon, plus tard, ça a été très important, mais pour la suite. Mais en ce et moment-là, tu ne savais pas encore. je ne savais pas encore, donc je choisissais tout simplement. Voilà, voilà. Donc, en fait, tu étais plus passionné par la physique, mais vu les circonstances du pays, on dit que bon, tu vas à Oui, bon, l'université, tu ne pars nulle part, mieux faire un concours, tu sors et effectivement, tout, effectivement. Donc, tu fais en fait, l'électricité. l'une des choses qui, bon, je peux dire que l'une des choses, bon, c'est pas vraiment une motivation, mais l'une des choses qui m'a un peu motivé, c'est que, bon, à défaut de faire de la physique, je voulais quelque chose qui était un peu similaire à la physique, Similaire, quoi. oui, Et je vois. similaire, oui. Mhm. Donc, c'est ça qui m'a motivé. Je comprends. Tu as fait ton master 1 à l'université de Tian, master 2. Puis, tu as fait une thèse. La thèse, c'était dans quel domaine? Le même domaine que tu fais actuellement ou alors c'était un peu décalé? Oui, oui. Bon, disons que ma thèse à temps était un peu comme les prémices, était un En tout peu cas, les comme une prémices. entrée en matière en mécanique computationnelle. Ok, je vois. Oui, donc je peux dire que je l'ai fait en mécanique computationnelle. Bon, plus à temps on va dire physique. Ouais, d'accord. Mais après ça, supposons tu fais ta thèse à Tian, tu finis ta thèse et après qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves là où tu es? L'entre-deux Bon, en fait. bon, là, je vais t'expliquer pour mon parcours de thèse si ça va pas prendre de temps. Bon, en Non, fait, c'est t'inquiète, que prends le temps. j'ai commencé une thèse dans un domaine qui est totalement presque inconnu au Cameroun, ce Oui. domaine de la biomécanique computationnelle. Bon, disons que ce n'est pas totalement inconnu, mais les méthodes numériques ou la façon d'aborder le problème est complètement inconnue. Donc, Ok. au début, quand je commençais, je ne savais pas exactement dans quoi je mettais les pieds. Mais j'étais quand même passionné par les résultats que je voyais dans les revues, dans les journaux, tout ça. J'étais passionné par ces genre de résultats. En fait, Ouais, c'est-à-dire voir des organes biologiques complètement stimulés en 3D. Bon, j'étais passionné par ça. ouais, je vois. Bon, j'ai commencé donc à travailler dessus. Bon, en Master 1, bon, tu sais que généralement, ce n'est pas comme ce ne sont pas des choses qui sont généralement au programme chez nous. Oui, C'est oui, et c'est généralement en Master 1, Master 2 qu'on engage un domaine de recherche. Donc, de recherche. ça a été un peu difficile en Master 2. Mais durant ce parcours de Master 2, j'ai fait la connaissance de certains professeurs étrangers bon, qui ont quand même eu, qui m'ont répondu quand je les écrivais. Et ils ont pris le temps de me guider un peu. Bon, ça a été Ok. comme une entrée en matière. Bon, j'ai pris Mais, goût à la chose. mais Et ces professeurs-là, comment, comment tu as fait pour entrer en contact avec ces professeurs? je lisais les articles, je les contactais par mail. Ok, donc tu as lu les articles, tu as vu le domaine t'intéressait, tu t'es passionné, tu as pris le Oui, mail des professeurs, tu as oui, écrit. oui, j'ai commencé à écrire. Donc, depuis le Ah, Master 2, j'ai appris à écrire à ces professeurs-là. professeur, ok, Oui. Donc, je ça, les ça écrivais c'est tout le temps. super. Oui. Donc, Ok, maintenant, là, dès que j'ai fini, je suis entré en thèse. Bon, en thèse, ce n'est pas toujours aisé parce que, bon, tu vois, ils sont à l'extérieur, toi, tu es ici, c'est pas vraiment. oui, c'est Mais pas. j'ai persévéré là. J'ai persévéré et durant mon parcours, j'ai fait un stage en Roumanie où j'ai rencontré un très bon professeur là-bas. Bon, il a été un peu comme un déclic pour moi. Donc, il m'a un Ouais, peu introduit dans les simulations numériques. Bon, à ce moment-là, on utilisait un logiciel en 6. Quand j'ai terminé, je suis retourné au Cameroun. Bon, pendant ce temps, ce n'était pas toujours ça, puisque le logiciel en 6 qu'ils avaient, c'était payant en ouais, Roumanie. ouais. Mais au Cameroun, nous n'avons pas cette version.
Donc, il me fallait trouver une autre alternative. Donc, pendant cette période, j'ai contacté des professeurs et finalement, il y a un professeur qui a accepté de me guider dans mes choses, quoi. Donc, j'ai contacté pratiquement plus d'une vingtaine de professeurs. Wow. Et parmi tous ces professeurs, plus d'une vingtaine. Et parmi tous ces professeurs, il y en a qui m'ont répondu. Certains faisaient des conférences, des appels avec moi, ils me guidaient un peu. Il y en a un qui m'a fourni un code parce qu'en réalité, quand je travaillais, il y avait toujours quelque chose que je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Le professeur, là, lorsqu'il m'a fourni son code et que j'ai lu, j'ai dit, c'était ça. En fait, c'était simple. C'était ça, ouais. Mais quand j'ai compris comment ça fonctionnait, ça a été le déclic. Mais dans les autres professeurs, quand ils me contactaient, je leur montrais directement ce qu'il avait déjà fait parce que j'étais déjà presque en... Comment dire? Je comprenais déjà ce qu'il fallait faire et je savais déjà modéliser un peu les... Lorsque j'ai terminé ma thèse, là, il y a un professeur avec qui j'ai passé le temps à discuter, ici en Italie. Je lui ai fait savoir que bon, j'ai terminé ma thèse ici et je ne sais pas vraiment trop quoi faire. S'il y a une position ouverte quelque part, là, moi, j'aimerais postuler. Bon, on a tenté plusieurs positions, bon, ça a échoué. Mais une fois, il m'a contacté, il m'a dit, bon, il y a une position qu'on avait à tel endroit, il faut postuler. Bon, j'ai postulé là et les gens qui m'ont référencé avec lui et naturellement le professeur de Roumanie. Ouais, c'est passé. Et c'est passé une fois. Wow. Et bon, les gens ne le savent pas, mais là, actuellement, tu es en Italie. Ça, oui. Voilà. Donc, juste avec, je ne sais pas si je vais dire ton dynamisme, cette proactivité-là, tu as parlé de 20 professeurs. En fait, oui. Moi, je trouve que souvent les gens se découragent trop vite. C'est-à-dire, Quand j'ai dit 20 professeurs, ça c'est sans compter les bourses que j'ai postulées, sans connaître les professeurs. Tu vois un peu. Ça, sans compter les bourses. Oui. Justement, parce qu'on va y revenir justement sur ton aventure en Roumanie. Parce que tu as fait un stage en Roumanie là et tout. Comme si c'était. Je sais pas, comme c'était facile d'aller en Roumanie, faire un stage et revenir. On va y revenir, mais en parlant du fait de chercher vraiment les opportunités, tu vois, il y a des gens, peut-être, il fait un master à l'université au Cameroun ou en Afrique. Après, il ne voit pas trop où est-ce que ça va le mener là. Mais après, il dit, bon, on nous a trompés, l'université ne sert à rien, il n'y a pas de travail, on ne fait rien. C'est vrai, mais il ne cherche pas. Déjà, après ça, il va rester à partir au quartier avec un master 2 ou avec une thèse, commencer à faire un petit boulot et tout. Pourtant, s'ils sont proactifs, si les gens essaient un peu plus de... Oui, ils vont trouver des opportunités. Ils vont trouver quelque chose. Effectivement. Donc, oui, c'est comme le premier interview avec Roland, où elle a trouvé une thèse en faisant des recherches sur Google. C'est un peu comme ton cas. Elle a trouvé des thèses, elle a postulé, on l'a pris. Maintenant, elle est ici en France, donc... Tu vois, c'est ça, il faut vraiment aller au fond. Mais par rapport à la Roumanie, parle un peu ça. Comment c'était? Imagine que c'est une bourse. Oui, c'est une bourse. La bourse de l'AUF. C'est une bourse de l'AUF. De l'AUF. Il lance ça, je crois, c'est 2 fois ou 1 fois par an. Lorsqu'ils ont lancé la bourse, là, il y a une fille, en fait. Une fille, moi j'ai remercié la fille, là, Inès Dormo, je lui fais un coucou. Ok. Elle m'a demandé de postuler à la bourse. Bon, moi, en cette période-là, j'avais déjà postulé à une 50aine de bourses. Je voyais toujours les messages de rejet. Bon, et je ne voulais plus vraiment me lancer. Donc, j'étais un peu découragé. Bon, elle m'a dit, non, vas-y, essaie quand même, on ne sait jamais. Bon, j'ai essayé et puisque la bourse se fait en 2 étapes, donc il faut d'abord que l'université t'accepte. Quand l'université t'a accepté, maintenant, tu peux postuler pour l'AUF. Donc, j'ai... donc postulé à la bourse et j'ai envoyé mes documents. J'ai envoyé à un truc comme 4 universités, puisque tu peux envoyer à plusieurs universités. Et j'ai été retenu par l'université de Cluj-Napoca en Roumanie. Intéressant. Oui. Et ça a été une étape intéressante dans ton parcours, vu que après ce professeur-là aussi t'a recommandé. Oui, ça a été une étape très importante.
Et moi aussi, je peux remercier aussi le professeur Pelap. Bon, lui m'a beaucoup aidé dans cette procédure-là. Donc, à la dernière minute, là, il a pris mon dossier. Bon, il est allé au rectorat, lui-même, il a signé tout ça. Donc, ça a été vraiment une très grosse marque pour moi. Bon, ça m'a permis de me déplacer. Ok. Bon. Ça veut dire que là, maintenant, on va parler un peu plus du temps présent, on va dire comme ça. Voilà. Tout à l'heure au début, on disait que ton domaine, dans la biomécanique computationnelle, a forcément des applications, beaucoup d'applications en médecine. Donc, est-ce que tu peux nous dire en fait quel l'intérêt de modéliser des organes comme le cœur, etc. Pourquoi c'est utile, pourquoi c'est important de le faire, à quoi ça aide? Ok. En réalité, aujourd'hui, on est en train d'aller vers ce qu'on appelle une médecine patient spécifique. Donc, c'est-à-dire, on est en train de vouloir avoir un protocole pour chaque patient. Donc, un protocole de traitement, un protocole de n'importe quoi pour chaque patient. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que le corps humain est divers et varié. Donc, c'est-à-dire, la forme de ton cœur est différente de la forme du cœur de X ou de Y. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que généralement, un médicament ou une méthode qui marche pour toi, forcément, ne peut pas marcher pour une autre personne. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? On est en train de vouloir reproduire le comportement d'un organe biologique d'un patient spécifique, c'est-à-dire d'un patient. Donc maintenant, en ce moment-là, si on est capable de reproduire avec exactitude, aujourd'hui on appelle ça des jumeaux numériques, si on est capable de reproduire exactement le jumeau numérique, prenons l'exemple du cœur ou du cerveau d'un patient, on sera à mesure maintenant de pouvoir étudier les effets d'une stratégie thérapeutique sur ce modèle numérique-là avant de passer au patient. Donc, en quelque sorte, ça fait quoi? Non seulement ça permet d'économiser beaucoup d'argent, ça permet aussi d'économiser beaucoup de temps et ensuite, ça permet aux médecins d'éviter beaucoup d'erreurs. Oui. Donc, je vois, ça limite les risques, quoi. Parce que de tester directement un nouveau protocole ou alors une nouvelle technique d'opération sur un patient, on peut tester d'abord numériquement sur le modèle, voir comment le modèle réagit. Et là, voir si le cœur a beaucoup de chance, si le cœur réel a beaucoup de chance de réagir, par exemple, ou pas. Effectivement. Donc, ça, c'est exactement là où nous sommes en train d'aller. Ok. Donc, en fait, c'est bien compris. Ça veut dire quoi? Je peux avoir une maladie du cœur, par exemple. Mon cœur peut être déformé ou alors ne pompe pas bien le sang, etc. Avec ma maladie, on peut faire des radios, tout ça. Et à partir des données, toi, tu peux modéliser mon cœur tel qu'il est, avec ses déformations, avec tous ses défauts. Et là, maintenant, on peut... Donc, en fait, on reproduit exactement, on reproduit avec exactitude le fonctionnement de ton cœur actuel. Ah, ok. D'accord. Et à partir de ce modèle-là, maintenant, on peut travailler dessus et tout pour essayer de voir quel serait le meilleur traitement pour me soigner moi. Sans directement tester sur moi toutes les techniques. Effectivement. Donc aujourd'hui, il y a des technologies qui sont aussi venues compléter cela, un peu comme la technologie de l'impression 3D. C'est une technologie qui est aussi venue compléter cette technique-là. Donc aujourd'hui, on est capable d'imprimer le cœur d'un patient et de peut-être voir comment est-ce que la morphologie, la structure, comment est-ce que c'est structuré. Donc, c'est vers là que nous sommes en train d'aller, en fait. Ok. Mais bon, là maintenant, plus en détail, lorsque tu veux, supposons que mon cœur soit malade et que tu veux faire le jumeau numérique, comme tu as appelé de mon cœur, comment tu fais? D'où tu pars? Quelles sont les étapes? Comment tu procèdes jusqu'à arriver à me dire maintenant, voilà un cœur numérique qui fonctionne comme ton cœur? Ok. Bon, pour reproduire le jumeau numérique d'un cœur, je veux prendre le cœur. Le cœur, la première étape est d'abord de comprendre le fonctionnement du cœur, de la physiologie. Donc, c'est-à-dire tu comprends la physiologie du cœur.
Lorsque tu as compris la physiologie du cœur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas comprendre les phénomènes physiques et physiologiques, tout ça qui entre en jeu dans ce modèle-là, dans le cœur de manière générale. Ok. Maintenant, où on commence maintenant à spécifier le modèle, c'est quand on commence à relever des données électriques, ou bien des données mécaniques, ou bien des données de la structure. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, ou bien même des données de la forme. Ça veut dire quoi? Quand tu pars et que tu te fais un scanner ou bien une IRM, on est capable aujourd'hui de reconstituer avec exactitude le modèle 3D de ton cœur. Ok. Oui, donc c'est-à-dire lorsqu'on a reconstitué le modèle 3D de ton cœur. Là, c'est juste la forme. Le 3D, c'est juste la forme. Oui, c'est ce que je pas disais. encore comment ça fonctionne dedans et tout. Oui, ce n'est pas encore ce que ça fonctionne dedans. Donc, c'est pour ça que la physiopathologie, la physiologie est nécessaire au départ. Donc, quand tu as compris la physiologie, ça veut dire que tu comprends comment les paramètres sont liés entre eux. Qui active qui débloque qui passe avant qui, ainsi de suite. Lorsque tu as compris cela, tu es capable maintenant de modéliser. Où est-ce que l'onde commence? Où est-ce que l'onde s'arrête? Ainsi de suite. Donc, ce sont les premières étapes. C'est-à-dire tu comprends la physiologie et ainsi de suite. Lorsque tu reconstitues maintenant le modèle 3D, là, on peut dire que tu as un modèle 3D, une forme, une géométrie 3D. Bon, c'est plus mieux de dire géométrie 3D. Comme tu as dit, comprendre le fonctionnement de l'organe. La physiologie, oui. La physiologie, tu as dit, d'un point de vue, c'est le cœur, comme on a dit comme exemple, tu vas comprendre, tu vas connaître que toutes les parties du cœur, c'est là que la biologie intervient, comment est-ce que le sang circule, comment, tout ça. Oui. Maintenant, là, à quel niveau l'électricité intervient pour... Non, en réalité, le cœur n'est pas un organe. La modulation du cœur, c'est ce qu'on appelle les modulations multi-échelles. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois les 4 chambres du cœur où le sang quitte des oreillettes pour aller vers les ventricules et revenir, ça, c'est déjà la macro-échelle. Donc, on est déjà à la grosse échelle. En réalité, en dessous, à l'échelle cellulaire, il y a d'autres mécanismes qui se passent, qui activent toute cette contraction que tu vois là. Okay. Maintenant, donc, au niveau maintenant de la cellule est composée de plusieurs portes ouvertes qui, lors de l'activation, c'est-à-dire une activation électrique, parce que généralement le cœur c'est comme il est autonome. Il y a généralement, tu as entendu parler de la notion de pacemaker. Ouais. Oui, au niveau du cœur, au niveau de l'oreillette en haut là, il y a un pacemaker qui à chaque fois envoie des signaux électriques. Maintenant, ces signaux-là se propagent. Maintenant, comment est-ce que cela se fait? Les cellules cardiaques sont généralement ce qu'on appelle les cellules auto-excitables. Donc, ça veut dire que si tu l'excites, elle va réagir. Okay. Maintenant, en réalité, au niveau de la cellule, en réagissant, elle va générer ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc, c'est-à-dire, c'est juste une différence de potentiel, quoi. Ça me rappelle mes cours d'SVT en terminale. Potentiel d'action d'une membrane cellulaire. Oui. Donc, en réagissant comme ça, elle va générer ce qu'on appelle un potentiel d'action. Tu vois, maintenant, comment est-ce qu'on génère un potentiel d'action? Le potentiel d'action est juste dû au changement de polarité de la cellule. Donc, ça veut dire qu'à un moment, la cellule à l'état non excité, l'intérieur de la cellule est polarisé, a une polarité négative. Okay. À l'extérieur, elle est positive. Donc, ce qui fait que lorsque l'onde électrique arrive au niveau de la cellule, elle active certains canaux qui font entrer certains ions, c'est-à-dire généralement le premier paquet d'ions à entrer sont les ions Na+, qui entrent. Lorsqu'ils entrent, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent la polarité. On a une onde, un pic. On a un pic là. Okay. Maintenant, arrivé au niveau du pic là, on va voir une certaine... Au niveau de cette pique, on appelle ce qu'on appelle une dépolarisation. Donc la cellule se dépolarise. On a un pic. Donc tu as dit l'intérieur était chargé négativement, c'est ça? Oui. Donc quand les ions sodium sont chargés positivement, en entrant dans la cellule, ils vont modifier la charge électrique, ils vont la dépolariser. Oui. Et on a un signal. On a un signal, oui, on a un signal électrique, un pic. Maintenant, c'est tout un processus. Pendant ce pic-là, il y a un moment où il y en aura
une repolarisation, c'est-à-dire ça va essayer, les ions Na+ vont essayer encore un peu de ressortir. Pendant que les ions Na+ essaient de ressortir, il y aura les ions Ca2+ qui vont rentrer dans la cellule. Ces ions Ca2+ là vont entrer, mais ils ne vont plus activer une dépolarisation. Ils vont faire un certain plateau. Donc, ils vont maintenir un plateau. Donc, tu vas voir, généralement, quand tu vas voir... Un potentiel constant. Oui, un potentiel constant. Maintenant, arrivé à un certain moment, maintenant, ça va maintenant se repolariser normalement et revenir à ce qu'on appelle son état... d'équilibre, quoi. Bon, oui, son état d'équilibre. Oui, si on veut dire ça comme ça. Si on veut dire ça comme ça. Donc, généralement, on a 4 phases, si on peut dire ça comme ça. Donc, généralement, et ces 4 phases, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. Et maintenant, c'est pendant cette phase de potentiel d'action-là, le moment où les ions Ca2+ sont en train de pénétrer dans la cellule, ces ions-là ont la capacité d'activer ce qu'on appelle les têtes actines myosines. Donc, elles vont aller s'attacher à certains enzymes qui vont activer ce qu'on appelle les têtes, les myosines en fait. Moi, j'oublie un peu le nom, mais ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque ça va activer ces trucs-là, ça va générer ce qu'on appelle une contraction. En fait, ça va générer une contraction. Donc, en réalité, c'est pendant l'entrée des ions Ca2+ qu'il y a contraction du muscle. Donc, oui. Là, tu es en train de décrire donc, en fait, le processus qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, ça, c'est le processus qui permet de comprendre comment est-ce que le cœur fait pour se contracter. Oui. Wow. Donc, il faut comprendre tout, d'abord la biologie, la physique. Oui, tu ne comprends pas tout ça, tu ne seras pas capable de modéliser. De modéliser maintenant dans la machine pour reproduire le même comportement numériquement encodant. Oui. Wow. Donc, quand les cellules entrent là, quand les ions Ca2+ entrent, ils activent maintenant la contraction. Tu vas voir le muscle va maintenant se contracter. Oui. Et maintenant, quand le muscle se contracte, maintenant tu vas prendre en considération maintenant que bon, avant de se contracter, il y avait le sang à l'intérieur, donc ça pousse le sang aussi va exercer une force, ainsi de suite. Une force de pression, là c'est la glycolyse, tout ça, la physique encore en jeu. Oui. Donc c'est un peu le mécanisme là, tu dois comprendre ces mécanismes. Ça c'est le mécanisme à l'échelle cellulaire. Ouais. Tu vois. Oui, maintenant tu vas monter au niveau du tissu. Ça veut dire quand tu montes maintenant au niveau du tissu, il y a les cellules qui sont couplées entre eux. Tu vas voir une cellule ici, là, tu vois un peu de partout. Ouais. Ces cellules-là communiquent entre elles via ce qu'on appelle les gap junctions. Donc, ce sont des jonctions de communication. C'est-à-dire, lorsque le potentiel d'action a traversé une cellule, la cellule qui est devant, là, le gap junction se charge de transférer les éléments d'une cellule A à une cellule B. Ok. Oui. Wow. Donc, et ça, c'est ce qu'il faut faire au début. Parce que là, c'est comprendre d'abord et tout avant de commencer à modéliser. Oui, c'est comprendre tout ça avant de commencer la modélisation. Ok. Et quand tu parlais de qu'est-ce qui vient avant quoi, par exemple, quel exemple dans le cœur? Oui, bon, quand il dit qu'est-ce qui vient avant quoi, tu vois que je t'ai parlé du pic électrique, du potentiel électrique. Oui. Et je t'ai dit que c'est pendant la phase de plateau qu'on a la contraction. Donc, ça veut dire que forcément, il faut qu'il y ait activation électrique pour qu'il y ait contraction. Ok. Tu vois un peu. Donc, il y a d'abord l'électricité avant la mécanique. Avant la mécanique. Oui. Donc, on peut comme ça voir que c'est l'un qui implique l'autre, quoi. Oui, bon, c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, on a constaté que même l'étirement des tissus, lorsque tu étires un tissu, quand tu exerces une force mécanique, on a constaté que ça générait ce qu'on appelle une rétroaction mécano-électrique. Donc, c'est qui veut dire qu'en quelque sorte... Pardon? Ça crée aussi un potentiel, c'est ça? Oui, en un mot simple, on peut dire que ça modifie le potentiel, disons ça. Ouais. Oui, ça agit sur le potentiel. Ok. Et là, la suite, maintenant, une fois qu'on a compris tout ça et tout... Oui, lorsqu'on a maintenant compris tout ça, on a mis tout ça en équation. Généralement, bon, le processus qui a été expliqué pour générer le potentiel d'action. Le modèle pour générer le potentiel d'action, c'est ce qu'on appelle généralement des modèles biophysiques. Il y en a plusieurs. Il y a des modèles biophysiques, il y en a des modèles phénoménologiques. Donc, qui reproduisent l'expérience. Bon, qui reproduisent, comment on dit, le phénomène. Ouais. Le phénomène, pas forcément la quantité. Pas forcément la quantité. Bon,
Donc, Donc, juste le comportement. non, il ne faut pas, quand il veut parler de phénoménologie, ne comprend pas ça comme si on voulait reproduire le phénomène réel. En fait, quand il parle de modèle phénoménologique, c'est quelque chose qui reproduit les comportements physiologiques de base, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on a les modèles biophysiques qui reproduisent tout. Donc, et maintenant, ces modèles biophysiques-là, généralement, sont extrêmement coûteux en temps de calcul parce qu'un modèle biophysique, le plus petit, peut avoir en moyenne 8 variables à résoudre. Il y en a qui partent jusqu'à 23 variables, il y en a qui partent jusqu'à 40. Donc ça, c'est des trucs comme la concentration des Na+, oui, la concentration des Na+, la concentration des K+, la concentration des Ca2+. Il y a même parfois le couplage entre les deux. Il y a même parfois pendant que le Na plus Ca2+, tu vois un peu, il y a beaucoup de choses. Ah oui, ils peuvent réagir entre eux, je sais ils pas. Ils peuvent réagir entre eux, oui, il faut prendre tout ça en compte. Pour affiner le modèle. Oui, donc il faut prendre tout ça en compte. Donc, généralement, ce genre de modèle-là, certes, c'est plus précis, mais c'est exorbitant en tant que calcul. Parce que ce que je t'explique là, c'est vraiment le modèle d'une cellule. Et n'oublie pas qu'on va répéter cela sur toutes les cellules. Répéter ça maintenant toutes les cellules. Sur toutes les cellules, oui. Donc, et ça, ce n'est juste que le modèle électrique. Tu vois, juste que la partie électrique. Je n'ai même pas parlé de la mécanique. Donc après, encore maintenant, il faut des équations. Maintenant, ça, il y a les équations de la mécanique à part que tu vas maintenant venir coupler à l'électrophysiologie. On dit oui. Wow. Ce qui fait qu'à la fin, le modèle que tu résous, c'est un modèle extrêmement compliqué et avec un paquet d'équations à résoudre. Un paquet d'équations de variables. Oui. Et j'imagine que le seul problème n'est pas le temps de calcul, mais j'imagine que les équations elles-mêmes sont assez complexes. Oui, en effet. Et lorsqu'on parle de non-linéarité ici, la non-linéarité n'est pas le genre cubique, quintique, c'est pas ça, c'est pas ce genre de non-linéarité-là. Tu vas voir une non-linéarité, on va prendre une expression, on va te dire exponentielle de x carré, tangente exponentielle de v carré, tu vois, fois un certain d, tu vois. Et ce d-là vient le d-là, c'est encore une ligne de racine carrée de tout. Oui, donc tu vas voir, ce d-là vient d'une autre dérivée. Donc, c'est pas le genre où tu peux approximer. Tu vois, c'est pas le genre. Tu vas voir un exponentiel de a sur b, exponentiel. Donc, tu vas voir les fractions des exponentielles. Et dans cette exponentielle-là, porte la valeur du potentiel. En fait, ça porte le potentiel. Le potentiel qui lui-même vient d'une dérivée, qui aussi est contraint par d'autres dérivées. Donc, tu vois, la non-linéarité est énorme. Énorme. D'accord. Je me dis que c'est vraiment un challenge de pouvoir arriver jusqu'au bout de reproduire. Oui. Bon, ça, c'est pour les modèles biophysiques. Ça, c'est pour les modèles. Bon, maintenant, aujourd'hui, on a les modèles phénoménologiques qui sont des modèles qui reproduisent la physiologie, disons. Donc, qui reproduisent les phénomènes importants, un peu comme les 4 phases d'un plateau. Et bon, généralement, ceux-là aussi sont plus, comment on dit, sont moins lourds en temps de calcul. Donc, généralement, ils peuvent aller de 2 variables à 8 variables maximum. Ah, ok, oui. Comme ça prend en compte le comportement global de l'organe. Oui. Ça veut dire qu'on peut venir comme ça, là, on voit peut-être 2 choses couplées là, 2 choses combinées là. On dit que, ok, bon, les 2 s'ils ont la plus, ils peuvent fonctionner de la même façon. On les rassemble. Ah oui, je vois. Oui. Bon, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on modifie de ce qu'on a fait, on recommence jusqu'à ce que ça marche. Ça marche. Bon, mais aujourd'hui, on a des bons modèles phénoménologiques qui fonctionnent très bien. Ok, je vois. Wow. Et une fois que tu as fini de modéliser, comment est-ce que tu testes ton modèle? Bon, maintenant, quand tu finis de modéliser, ça, c'est encore une autre histoire. La résolution, c'est encore une autre histoire. Ah, d'abord résoudre même, avant de tester. Parce que moi, je parlais de tester le modèle. Bon, oui. L'écriture du code, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire parce que, bon, généralement, la méthode la plus appropriée, c'est ce qu'on appelle la méthode des éléments finis, qui te permet de discrétiser le système, en fait. Donc, de rendre le système discret. Maintenant, lorsque tu as discrétisé ton système, maintenant, tu vas donc devoir implémenter ta propre stratégie de résolution maintenant.
Donc, il y a plusieurs méthodes pour résoudre un système. oui. Donc, quand il dit implémenter ta propre stratégie de résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut penser que lorsque tu es en train de travailler, il y a plusieurs phénomènes physiques qui sont couplés entre eux. Parce que bon, j'ai parlé comme ça, je n'ai même pas pris en compte la température, parce qu'il y a aussi souvent la température qui intervient dans le système. C'était même l'objet de ma thèse à Tchang. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? Tu vas devoir comprendre comment est-ce que ces phénomènes sont liés, même cela impacte sur le choix de ta méthode numérique. Tu vois un peu. Donc, tu vois que tu peux d'abord résoudre le problème électrique et ensuite tu portes les solutions, tu mets dans le problème mécanique et tu résous. D'accord. Ok, on a un peu utilisé les mots techniques, mais bon, j'espère que les gens vont s'en sortir avec les éléments finis et les équations linéaires. Mais bon, les éléments finis, comment est-ce qu'on peut expliquer ça simplement? Moi, je veux te dire que c'est un peu comme si, pour que les gens comprennent un peu, c'est un peu comme si quelqu'un va aller d'un point A à un point B qui mesure peut-être 10 mètres et on va simplement, au lieu de quitter de point A, sauter et arriver à 10, au point B qui est à 10 mètres, tu vas découper ça en 50 cm. Voilà, et tu vas marcher 50 cm par 50 cm, donc en différents pas. C'est ça, donc un pas après l'autre chose qui arrive à 10 mètres. Oui. Donc en gros, c'est vraiment fini. Donc c'est en faisant comme ça qu'on peut résoudre des équations dans un autre. Mais en réalité, ça permet juste simplement de rendre un problème continu discret. Donc oui, c'est ça. Donc, pas comme ça, les gens peuvent pas avoir une idée de ce que c'est que les éléments finis. Ok, donc on suppose que tu as résolu ton modèle. Oui. Bon, tu as écrit le code. Tu as écrit le code parce que tu as écrit le code. Il faut maintenant tester pour que ça marche. Voilà, il faut tester. Parce que tu as trouvé des solutions. Comment est-ce que tu sais que ma solution, si elle va vraiment simuler vraiment comment est-ce que mon cœur va se comporter si il était dans cette situation? Bon, maintenant, il y a plusieurs façons de valider ce genre de résultats. D'abord, il faut que ton code soit consistant, que ton code converge. Donc, quand on dit consistant, ça veut dire que le code doit être stable. Voilà le mot que je cherchais, le code doit être stable. D'accord. Le code doit être stable. Donc, ça veut dire que peu importe les conditions aux limites que tu vas encore imposer dans le système, il faut que ton code soit capable de reproduire et de ne pas exploser. Et de donner une solution en fait. Oui, de donner une solution. Donc, quand tu peux déjà dire que ok, mon code est stable et que ça me produit quand même une solution à la fin sans exploser, là, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut que tu passes à ce qu'on appelle la calibration du modèle. Donc, maintenant, pour passer à la calibration, il y a plusieurs techniques. Généralement, pour les équations à réaction-diffusion, parce que le comportement électrique qu'on résout, c'est une équation de réaction-diffusion en fait. Donc, généralement, ce genre de problème-là, généralement pour le cœur, on cherche ce qu'on appelle la vitesse de conduction. La vitesse de conduction est un paramètre important parce que ça définit à quelle vitesse l'onde électrique se propage sur le cœur. Dans le cœur, ok. Oui, maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu résous un système et que tu prends un maillage, disons un pas de maillage grossier, la difficulté avec les problèmes de conduction, c'est que ça a tendance à surestimer la vitesse quand le maillage n'est pas fin. Quand le maillage n'est pas fin. Okay. Donc, tu vois qu'il va falloir que tu réduises le maillage. Au fur et à mesure que tu réduis le maillage, tu calcules la vitesse de conduction. On appelle ça un test de conduction, de vitesse de conduction. Donc, c'est-à-dire tu réduis le pas de maillage, tu calcules la vitesse de conduction. Tu réduis le pas de maillage, tu calcules la vitesse de conduction. Et tu le fais jusqu'à ce que tu te rends compte que la vitesse de conduction tombe dans un domaine de physiologie acceptable, donc physiologiquement acceptable. Ah, ok, je vois donc. On connaît déjà un peu, à peu près, à quelle vitesse l'onde se propage dans le cœur. On a un certain intervalle où on sait que, ok, si la vitesse de l'onde électrique est dans cet intervalle, ça veut dire que bon, ça reproduit la physiologie. Ouais. Donc, tu vas reproduire ce phénomène-là jusqu'à ce que obtenir cette vitesse de conduction-là. Et maintenant, généralement, ce processus-là, c'est un processus qui n'est pas aussi simple parce que le code que tu lances peut te faire des jours, voire même des semaines. Wow,
Je vois. Juste pour la convergence. Ça, c'est juste la Juste convergence. pour cette convergence-là. Ah, ok, je vois. Donc, et c'est lorsqu'on atteint une valeur qui est stable, qui ne varie plus et qui correspond à celle qu'on connaît des vrais cœurs biologiques, qu'on Oui, sent que bon, le modèle, là, il est intéressant, quoi. oui, Il oui, peut oui. continuer. Ok. Du point de vue de la physiologie, du point de vue de l'électrophysiologie, quoi. Alors, du point de vue de... Ça, c'est juste le point de vue de Oui, la oui. physiologie, mais il faut Oui, oui, tester ça le c'est point le de vue point de vue de mécanique. l'électrophysiologie. La mécanique, ça part. Ouais. Oui. La Ok, mécanique, donc ça ça, c'est part. Parce que bon, l'électrophysiologie. oui, oui, ça c'est le point de vue de l'électrophysiologie. Donc, disons que tu as réussi à valider ton modèle électrophysiologique. Maintenant, il faut que tu valides dans ton modèle mécanique. Maintenant, le modèle mécanique, pour valider le modèle mécanique, c'est comment? Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, on peut faire des expériences sur les structures biologiques, c'est-à-dire faire un test d'extraction, un test d'inflexion, tout ça. Maintenant qu'on a fait tous ces tests-là, on est capable de mesurer la contrainte et la déformation de Ok, manière expérimentale. ok. En fait, les tissus biologiques sont généralement des tissus hyperélastiques. Ok. Donc, c'est-à-dire hyperélastiques et anisotropes. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs directions de fibres, on a plusieurs directions à l'intérieur privilégiées, je peux dire ça. Donc, Ouais, je les gens vois. qui font mécanique, Alors, mécanique faut et continu, expliquer on un peut peu. comprendre ce que je dis. Tous ceux qui font physique, tout ça, mal vont comprendre, mais Le, le, pour l'anisotropie dont tu parles, je ne sais pas si je peux essayer de trouver un exemple. Donc, on par exemple dit il y a une isotropie, par exemple, d'une sphère. Je prends la sphère, par exemple. C'est-à-dire quand on prend une sphère, une sphère, oui. peu importe la direction dans laquelle on regarde, on voit la même chose, Oui, etc. oui. Donc, toutes les directions sont équivalentes, quoi. Peu importe où tu regardes, c'est pareil. Oui. Voilà. Pourtant, si c'est... Anisotrope. Si on a un truc qui est plutôt anisotrope, ça veut dire qu'on a une direction bien particulière. Un peu comme, je crois par exemple, même sur les arbres, on voit souvent Oui, des effectivement, même forces, les il arbres y ont a des structures. des rayures, des On a des trucs comme ça. directions. Direction comme Oui, on ça, a des voilà. directions, oui. Oui, Bien particulière. Donc là, c'est oui, anisotrope. oui. Oui, oui. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du tissu cardiaque, on a plusieurs directions, en fait. On a une direction circonférentielle, on a une direction des fibres, ainsi de suite. Donc, Ok. Ah oui, et, comme sur l'image que tu m'as envoyée là, je vais mettre ça au oui, oui, montage. oui, comme Tu vois l'image que je les t'ai fibres envoyée, là. tu vas voir Les des fibres là. fibres. Oui, 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 oui. oui. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que comme ce sont des matériaux hyper élastiques, ça veut dire qu'ils n'obéissent pas à la loi de Hooke. Parce que la loi de Hooke dit que pour calculer la contrainte, il faut dire sigma est égal à E fois epsilon, où Et la epsilon est la déformation déformation, module et, par. et, Quelle et déformation E est le module module par. d'ion. Et Ouais. E est le module d'ion. Donc ça, c'est la loi de Hooke. De manière générale, ça n'obéit pas à cette loi-là. Ouais, je Ça vois. n'obéit pas parce Ah oui, oui, la loi de Hooke marche pour les petites déformations. ça marche pour les petites déformations. Or, là, nous sommes en large déformation. Donc, au niveau du cœur, on a deux. On a la direction, bon, tu peux dire les directions perpendiculaires pour être plus simple. Okay. On a une direction des fibres. Comme tu as vu, il y avait des fibres là. Ça, Ouais. c'est la direction, oui, ça, c'est la direction principale. Maintenant, on a d'autres directions qui sont perpendiculaires à cette même. Au niveau local, c'est aussi bien de préciser qu'au niveau local, donc c'est-à-dire lorsque tu prends un point, tu vas te rendre compte qu'il y a des directions qui sont vraiment perpendiculaires. Donc, maintenant, cette énergie de déformation-là, pour introduire la contribution de chaque fibre lorsqu'il y a contraction, introduit ce qu'on appelle, ça introduit cela avec ce qu'on appelle un quotient de rigidité. Tu vois un peu, non? Oui, un quotient de rigidité. Maintenant, c'est ces coefficients de rigidité-là que nous devons maintenant chercher quand on calibre le modèle mécanique. Le modèle. Ok. D'accord. Parce que l'activité, le potentiel électrique peut activer la mécanique. Mais si la rigidité n'est pas assez importante, le muscle ne va pas se n'aura pas la réponse. Oui, on n'aura pas la réponse nécessaire. Oui. La réponse. Oui, donc maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? À partir de l'expérimental, on essaie donc de calibrer les modèles. Donc, généralement, là-bas, on résout un problème inverse. Tu vois, on essaie de résoudre un problème inverse parce qu'on obtient des paramètres qui sont capables de reproduire. Qui correspondent au coefficient de rigidité expérimental. Oui. Ouais.
Ok, correspond au quotient de rigidité expérimentale. wow. Oui. Ok, je vois. Donc là, quand tu parviens maintenant à faire cela, oui, ce que tu obtiens, c'est que tu as obtenu en expérimental. Tu me dis, OK, là maintenant, je peux dire, j'ai calibré les deux modèles. Ouais. Oui. Et là, maintenant, on peut utiliser le modèle maintenant sur d'autres choses, sur d'autres aspects. Oui, oui, on peut maintenant étudier le modèle sur. Là maintenant, quand ton modèle est consistant, tu peux l'utiliser maintenant n'importe où. Maintenant. Wow. Oui. Ouais, c'est vrai. J'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée où on voit le cœur se contracter, Oui. sortir. Oui. C'est très impressionnant. C'est vraiment on voit comment Oui. se contracte et se Oui, détend. là, tu vas voir comment, lorsque l'onde se propage, tu vas voir comment ça se contracte. Oui, l'onde va se contracter, Oui. ça revient. Oui. Ok. Tu as aussi travaillé, tu as aussi modélisé un cœur. Tu as modélisé, pardon, pas un cœur, un os. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? C'était pour. Bon, ça, ce sont des projets. Bon, aujourd'hui, en fait, je veux commencer par ce qu'il faut aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, je ne travaille plus sur le cœur, je travaille sur le côlon. En fait, les organes gastro-intestinaux, l'organe gastro-intestinal. Okay. Donc, je travaille l'œsophage, les intestins et l'œsophage, tout ça. Ouais, je vois. Bon, maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que ces projets-là sont généralement des projets que j'ai fait à côté, juste pour éducation, pour partager la science, en fait. Comme tu vois, je partage la science dans le groupe. Oui, dans les groupes. Oui. Donc, c'est juste, j'ai fait tout simplement cela pour partager la science. En fait, quand mes moments de, comment dire, je suis bloqué sur un problème. Quand tu as un temps libre là. Oui. Bon, quand j'ai un temps free ou bien quand je suis bloqué sur un problème que je n'arrive pas à résoudre, pour changer les idées, je peux peut-être essayer de résoudre un autre problème. Bon, maintenant, ce projet d'os là, c'était quand j'apprenais à segmenter les organes biologiques. Donc, c'est-à-dire à reconstituer l'organe 3D. En 3D. Donc, lorsque j'ai obtenu le scan de ces os-là, j'ai essayé de reconstituer l'organe en 3D. En fait, m'était donné l'idée de reconstituer l'organe en 3D, de faire un test de compression sur l'organe et ensuite imprimer l'organe. Parce que bon, j'ai une imprimante 3D dans ma chambre. Okay. Donc j'ai pris le projet, je me suis assis, j'ai reconstitué l'organe. Ça m'a pris pratiquement 1 jour et demi. Après avoir reconstitué l'organe, bon, je me suis encore assis, j'ai écrit le code. Ça m'a pris pratiquement une demi-journée pour écrire ce code. Et bon, j'ai fait le test. Quand tu dis c'est comme c'est facile, quand tu dis c'est comme c'est facile, non, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai tellement codé, tu peux pas savoir. À cause de l'expérience. Oui, j'ai tellement codé qu'aujourd'hui, quand je prends mon code, je sais que bon, je mets d'abord ça ici, bon, en fait. Ouais. Donc, ça m'a pris une demi-journée, j'ai finalisé ça et j'ai fait une impression 3D du modèle et j'ai publié. En fait, l'idée était tout simplement de montrer que ce genre de procédure est possible et je voulais présenter ça, si possible, à des médecins pour leur faire comprendre qu'on est capable de faire ce genre de choses. Oui. J'imagine. Wow. C'est vraiment un domaine très, très intéressant et c'est passionnant. Et c'est bien comme tu le partages aussi, si ça peut motiver les gens. Ce qui me plaît aussi beaucoup ton domaine, c'est que c'est un domaine où on peut se lancer au Cameroun. Si les gens vraiment la volonté peuvent se lancer dans la mesure où pour se lancer, il faut bien connaître l'informatique, la programmation, la physique. En fait, donc, on ne va pas dire qu'il faut forcément acheter une machine qui coûte, je ne sais pas, 20 millions ou 30 millions pour... Oui, bon, disons que pour se lancer à l'intérieur, tu vois, ce qu'il te faut, étant au Cameroun, le seul moment où je sais, c'est que les techniques de résolution, tu vois, ne sont pas quelque chose qui est très vulgarisé au Cameroun. Tu vois, parce que quand tu regardes, même les méthodes des aimants finis, les gars ne sont pas trop à l'intérieur, même à l'école. Oui, bon. À l'école, on résout les petits systèmes, l'équation de la chaleur, voilà, l'équation des ondes, l'électromagnétique, tout ça. Oui. Ouais, j'imagine. Mais il y avait aussi, tu ne simules pas seulement les organes et tout. Tu m'as envoyé, j'ai vu un choc entre 2 véhicules. Oui, bon. En fait, le domaine que j'ai fait, la mécanique computationnelle, en fait, me donne la latitude de m'attaquer à d'autres domaines. Puisque c'est la mécanique, enfin. Et c'est les EDP qu'on résout. Tant que c'est une EDP à résoudre, je peux résoudre. Tu peux résoudre, ouais. Oui, tant que c'est une EDP. Donc, ça veut dire que de temps à autre, en fait,
Moi, ce qui m'est venu en tête quand j'ai résolu cela, c'était juste pour parce qu'il y avait tellement d'accidents au Cameroun que bon, j'ai commencé à penser que mais peut-être si on construit des voitures où on va mettre des pare-chocs un peu différents à l'intérieur, quoi. Ou bien peut-être des modèles de sièges que lorsque ça ressent un choc, ça un certain on appelle ça quoi, les bacs là qui sont souvent à l'intérieur, on appelle ça quoi là? Quand il y a Les airbags. les airbags. Donc je dis Ouais. que bon, peut-être il peut avoir un airbag collé directement au siège que lorsqu'il y a un petit choc, le airbag enveloppe complètement le chauffeur, en fait, des passagers. Le passager, Oui, le airbag enveloppe complètement le passager pour le protéger du choc. Tu vois un peu, bon, j'ai pensé un peu à ça et bon, j'ai essayé de simuler un choc. Ouais, parce qu'il y a eu un choc là. Oui, j'ai essayé de simuler un choc pour voir un peu comment est-ce que le choc se propage dans le véhicule. Donc, c'est là juste pour me permettre de savoir un peu à quel endroit est-ce que je peux placer le airbag, tout ça. Bon, ça sont des projets que je fais de temps à autre. C'est intéressant. Oui, ce sont des projets que je fais de temps à autre. C'est même très intéressant, ouais. Oui, ce sont des projets que je fais de temps à autre quand je ne suis pas très occupé avec mes projets de thèse. Ouais. Donc, je fais ça entre-temps. Entre-temps, ouais. Oui. Ouais, mais justement, parlons mais quels sont tes autres loisirs en dehors? Parce que même quand tu veux un peu te détendre, tu fais une simulation et tout. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi un peu, quels sont tes autres loisirs? Je ne sais pas. Bon, peut-être avant de quitter sur ça, je vais encore te parler d'un petit truc, toujours dans cette simulation-là. Bon, dernièrement, j'ai publié une vidéo dans le groupe qui parlait d'un problème de contact. Ah oui. Bon, les problèmes de contact sont extrêmement importants dans ces simulations-là parce que s'il n'y avait pas le contact, c'est que peut-être nos organes sont à l'extérieur. Comment ça? C'est que peut-être si on n'a même pas de forme, en fait. S'il n'y avait pas de contact, c'est qu'on n'a même pas de forme. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si tu as déjà joué aux jeux PC Pro et peut-être FIFA, tout ça. Tu vas te rendre compte qu'il y avait des jeux où, quand tu jouais, la main d'un joueur pouvait passer dans le corps d'un autre. Oui. Mais même s'il y avait pas de Hitman. Voilà. Tu vas te rendre compte que quand Hitman se déplace dans l'herbe passe à travers son corps. Encore, oui. C'est parce que les problèmes de contact n'ont pas été gérés dans cette. N'ont pas été gérés. Oui. Imagine maintenant que ces problèmes de contact ne soient pas gérés sur le corps humain. Ouais, je vois. Tu vas te rendre compte que même les lunettes que nous sommes en train de porter là, ça va entrer dans le corps. Ouais, je vois. C'est que ton modèle va partir en. Oui. Donc aujourd'hui, c'était un problème que je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler activement dessus. Parce que tu vas voir, comme je travaille sur les intestins aujourd'hui, quand tu vas voir les organes biologiques, tout ça, quand ils sont dans le ventre là, ils se touchent entre eux partout. Donc, et s'il n'y a pas ce problème de contact, tu vas te rendre compte que le cœur va pénétrer le poumon va pénétrer le cœur, tu vois, ils vont se balader un peu de partout là. Ouais, je vois. Ok. Donc, c'est très important d'introduire cet effet-là dans les simulations, dans le modèle. C'est très important. Et lui aussi, c'est une autre histoire pour le modéliser. C'est l'un des problèmes les plus complexes qu'il y a déjà eu à rencontrer. J'imagine même pas. Parce que il n'imagine même pas. Donc, j'imagine que c'est l'un des problèmes les plus complexes qu'il y a eu à rencontrer. Alors maintenant, bon, à côté de ça, maintenant, j'ai beaucoup de loisirs. Moi, je suis un fan des mangas, des dessins animés, quoi. Bon, les gens disent dessins animés, mais moi, je suis un très tu es mon ami. Les animés, c'est bien, tu es mon ami. Je suis un fan des animés, gars. Je suis un fan. Donc, il y a des animés que je passe le temps. À partir de chaque vendredi soir, là, j'ai déjà les mangas que, bon, je sais qu'il y a programmé. Ouais, tu finis avec, voilà. Après, l'interview, on va causer un peu de nos animés. C'est pas ça, on va causer. On va causer un peu des animés après l'interview. Ok. Ouais, je pense que moi aussi, c'est ma principale source de distraction, si on peut dire. Intéressant. Mais sinon, qu'est-ce que tu en trouves après? Là, tu as fini ta thèse en Italie. Là. Quelles sont tes perspectives?
Ok, bon, après cette thèse, si, bon, j'envisage continuer dans un... En fait, j'envisage postuler pour les postdocs, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu bien. Oui, j'envisage faire des postdocs. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'être un expert dans ce domaine. Ouais, 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 je vois. J'ai vraiment envie d'être un expert dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis qu'un jeune, donc Moi, j'apprends beaucoup des on autres. compte sur vous, hein. Moi, compte sur toi. On compte sur nous tous. Il faut qu'après tu rentres au Cameroun. Quand tu pars à Tchang. Tu pars à Tchang apprendre ça à la faculté des sciences là-bas. Ou dans une Oui, école d'ingénieur. s'ils Ou ouvrent la d'hydrologie. filière, il n'y a pas de problème, je vais les apprendre. Voilà, c'est Qui me ça. veut, je vais Il faut les que tu apprendre. ailles. Il faut que tu ailles à Tchang, à Yaoundé, tout ça partout. Tu ailles Oui, 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 il n'y a pas de problème. partager ce domaine. Moi, je trouve que Non, ce non, serait non, moi, je super. suis toujours ouvert à partager la science, hein. Moi, j'ai toujours, Oui, toujours aimé partager la science. Donc, ouais, ouais, ouais. oui. Donc, en fait, Très donc important. j'aimerais poursuivre dans les postdocs, j'aimerais gagner en expérience dans ce domaine-ci. Et à Ok. côté de ça, bon, je peux aussi guetter les entreprises si je n'ai pas de succès dans les postdocs. Donc, Ouais, 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 pourquoi pas. Ouais, oui, c'est toujours une option. C'est une oui, c'est toujours option. une option. Hmm. Mais généralement, bon, les postdocs ont pris toujours sa passe. Ouais, ouais, ouais. Normal. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, c'est Oui. pas un problème. Mais sinon, vu qu'on t'en avait la fin, est-ce que tu as un conseil à donner, voilà, aux Bon, jeunes qui nous écoutent, gens qui nous écoutent, si quelqu'un veut faire ce domaine, te prendre pour exemple et tout, est-ce que tu pourrais donner un conseil? bon, si quelqu'un veut faire ce domaine, le conseil que je peux lui donner, c'est juste que il ne doit pas avoir peur, tu vois. Parce Ouais, que les équations, vraiment, ça fait peur. Tu vois un peu. Oui, oui, oui. Il ne doit pas avoir peur d'avoir le 1. ouais, Et il doit être enthousiaste à apprendre, être ouvert. Il doit être ouvert à tous les niveaux. ouais. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner à un jeune. Et si un jeune maintenant est en train de nous écouter qui veut se lancer, je le conseille de se lancer maintenant. Il gagnera plus. Ok, ok, bon. Il gagnera Bon plus. attendeur, salut, ouais, moi je sauve. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Voilà. Donc, en tout cas, je crois que c'est la fin. Très, Ouais. très bien. Merci encore pour l'interview. Moi, C'est moi qui te remercie. personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, oui. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, merci pour l'interview. OK. Euh, je m'adresse aussi à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à proposer même des personnes que vous connaissez qui ont des parcours comme celui de Thierry par exemple. Pas seulement dans le domaine de la physique, l'ingénierie, chimie, maths, mais les sciences au sens large, même les sciences humaines, pourquoi pas. Mais des parcours inspirants qui peuvent motiver les gens à faire confiance aux études, à travailler à l'école et tout, être passionné par ça aussi, parce que la passion c'est vraiment très très important dans ce qu'on fait. Si vous avez des questions, il faut mettre dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager à toutes vos connaissances. Ça aide énormément la chaîne pour pouvoir grandir. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview.